Décider de traduire le livre, donc traduire le livre saint, donc qu'est le Coran, en moré. C'est une association qui a décidé de porter ce projet-là. En tout cas, on va leur demander sur ce plateau pourquoi ils ont décidé de traduire le Coran en moré. Et puis, quel objectif ils recherchent en traduisant ce livre saint-là en moré. En tout cas, l'association est notre invité du jour. Ils seront là pour notamment parler de ça. Et on va leur poser les questions nécessaires pour comprendre davantage. Plus tard, on parlera de sécurité routière et on va s'intéresser au manœuvrage donc, des clignotants et bien sûr des clignotants de voitures. Ça sera dans la rubrique sécurité routière. Mais avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce matin par le directeur de l'information lui-même. Il s'agit de El Hadj Ismaïla Rabo qu'on va retrouver tout à l'heure. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et Djouma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement. Qu'Allah exauce vos vœux et bonne prière de vendredi. Alors, notre première rubrique, c'est à la découverte 2 et on part à la découverte de la cour royale de Tébélé. C'est parti. Et nous terminons notre périple sur la cour royale de Tébélé. Il faut rappeler site classé patrimoine mondial de l'UNESCO pour le compte du Burkina Faso, bien sûr. C'était en 2024, plus précisément en juillet 2024. Et nous allons poursuivre avec les témoignages concernant cette cour royale de Tébélé. Quand même en précision, je rappelle que nous avons tourné les images de cette cour royale avant que ce site soit classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, après la classification de la cour royale de Tébélé comme patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a eu des travaux de rénovation. Donc actuellement vous aurez des images plus nouvelles, mais les images qu'on vous propose c'était bien avant la classification de la cour royale de Tébélé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Je tenais à préciser. Alors on vous amène avec le guide de la cour royale de Tébélé pour découvrir cette cour et surtout les informations concernant la cour royale. On y va. Et là, c'est le palais royal de Tébélé, habité par plus de 300 personnes qui y habitent là-dedans, avec ces belles images que nous avions héritées de nos aïeux-parents. Et nous continuons aussi de le pérenniser à travers nos jeunes filles ou encore nos jeunes femmes qui sont dans la cour et dans les environnants. Le palais, il y a des notables qui sont devant le palais, et puisque Tébélé comporte 67 petits villages. Et dans tous ces 67 petits villages, chaque chef reconnaît sa pierre dont il doit s'asseoir, il doit s'installer, si toutefois Sa Majesté convoque une rencontre devant le palais. Voilà. Donc les notables sont choisis, ou encore eux, ils sont destinés à siéger devant le palais. Vous verrez sous l'arbre là, les pierres qui étaient sous l'arbre là, ça c'est réservé uniquement aux princes de la cour royale de Tébélé. Oui, il y a le palais de justice juste à l'entrée. Voilà, bien avant que l'administration n'arrive, c'est-à-dire la gendarmerie, la police et autres là, si toutefois on arrêtait les délinquants, c'est là-bas on les gisait. À côté du tas d'immondices, vous verrez un petit bois juste à côté là. C'est là on les attachait là-bas en attendant le jour de procès. Donc le jour de procès, ils sont destinés à être gisés dans ce palais de justice là. Ok, à quoi aujourd'hui, est-ce que ce palais a encore... Bien sûr que ce palais continue toujours de juger des délinquants, puisque c'est ceux qui ne reconnaissent toujours pas la tradition ou encore la coutume. Sinon, nos vieux qui sont dans les villages environnants ou encore dans les environnants là, ils savent l'importance des chefs traditionnels. Donc si toutefois il y a un problème à quelque part là, ces vieux là arrivent à ramener ici ce problème-là pour que ça puisse être résolu. D'autres arrivent à aller poser plainte au niveau de la gendarmerie ou encore de la police, mais les vieux qui sont dans ces familles-là repartent là-bas, retrancher ou encore retirer leur plainte là et revenir au palais ici pour que ça puisse traiter. C'est à cause des peintures murales là que les gens viennent visiter. Et nous, on est né trouver ça, nos parents sont nés trouver ça. Et donc ils nous ont enseigné, ils nous ont montré comment est-ce que ça se fait et pourquoi nous ne devrons pas quand même la laisser tomber. C'est pourquoi nous aussi, c'est de notre devoir afin de le pérenniser. C'est pourquoi chaque année, nous essayons d'organiser des séances de formation et de sensibilisation afin de pouvoir initier nos jeunes filles. Ils sont là dans les différents établissements là afin de pouvoir acquérir de ces peintures là pour ne quand même pas laisser tomber un jour. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, vu l'insécurité qui sévit le pays, et la Covid aussi qui sévit le pays, surtout a considérablement baissé. Bien avant 2014, là, on pouvait compter des milliers de touristes qui venaient. Des milliers de touristes qui venaient. Mais depuis 2014 jusqu'à nos jours, là,
particulièrement de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Par an, si nous gagnons 100 même, c'est trop. Voilà, donc pour quand même quelqu'un qui aimerait visiter Tiebélé, ou encore qui n'a jamais entendu parler de Tiebélé, comme le monde a changé, ça évolue, avec les réseaux sociaux, les gens passent par là-bas pour connaître ou encore pour avoir un peu l'histoire de Tiebélé. Une fois, il a cette histoire-là, la personne se déplace ou encore se renseigne de comment il peut arriver à Tiebélé. La cour royale de Tiebélé, avec ses belles peintures murales, ou encore nous l'appelons la commune des 1000 couleurs. Les gens ont tendance à vraiment venir visiter ces 1000 couleurs-là parce qu'il n'y a plus un autre coin où il y a ces peintures-là. Même si vous verrez des coins où il y a ces peintures-là, c'est très différent de ce que nous faisons. Et c'est très différent puisque la technique même de pouvoir faire ces peintures-là est différente des autres. Par exemple, il y a des matériaux que nous utilisons pour faire, ce sont des matériaux traditionnels où ça ne se trouve pas partout ailleurs. Avec les changements climatiques, là, bien vrai que c'est un peu compliqué, mais avec ce changement-là, nous essayons toujours, avec la collaboration de nos mamans, de trouver ces matériaux qui ne sont pas à côté, mais à la frontière ghanéenne, pour qu'enfin elles puissent quand même redonner l'image datant de nos parents. Le sérieux problème qui fait que c'est ainsi là est que les maisons sont vraiment en ruine. Puisque vous voyez même les eaux de pluie qui tombent de ces dernières années où nous n'arrivons plus vraiment à retenir ces maisons-là. Voilà. Et si vous voyez bien, il y a une différence de construction. Et cette différence d'aujourd'hui là, ça nous a vraiment emporté. Puisque la manière dont nous construisons les maisons et d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Actuellement, nous construisons avec des briques. Et là, ce n'était pas des briques qu'il faudrait construire avec. Et pourquoi nous construisons avec des briques? Parce qu'il y a manque de moyens. Ça fait que nous ne pouvons pas reprendre le système, mais c'est d'aller avec les briques là. C'est un peu ça la particularité. Les conditions pour visiter le palais, nous avons jusqu'à 3 modalités. En fait, 2 modalités pour l'entrée. La dernière modalité, ça c'est pour le guidage. Pour l'entrée, nous avons 2 tickets d'entrée. Il y a les tickets nationaux et les tickets internationaux. Les tickets nationaux, ça coûte 1000 francs par personne. Et les tickets internationaux, ça fait 5000 francs par les occidentaux, pas les internationaux. Et c'est avec ces recettes que nous avons encore, nous recevons là, nous essayons de collecter ça pour pouvoir relancer la peinture. Les peintures murales, c'est vraiment des tas de matériaux qu'il faut mettre ensemble afin que ça puisse quand même donner ces peintures-là. Vous avez le kaolin qui est utilisé, vous avez la latérite qui est utilisée, vous avez les bouts de vache qui sont utilisés aussi, vous avez les cacos de néré aussi qui font partie. Donc c'est tout ça là qui font les matériaux là et que nous utilisons pour quand même mettre la peinture. Les différentes formes, vous avez le macramé, les ailes d'épervier, les scarifications. Il y a plein de signes qui sont sur les murs là et nos parents essayent quand même de nous relater ça afin d'avoir au moins l'histoire de la tradition et de ne quand même pas laisser tomber. Bien sûr, il y a des interdits. Ouais, pour un étranger qui aimerait visiter le palais, d'abord il ne faut pas venir ici avec un habit rouge ou encore une casquette rouge. Peu importe ton matériel que tu as là, il ne faudrait pas que ça soit en rouge. Pourquoi? Le rouge est interdit au palais. Cette semaine, on vous invite dans la province du Nahouri pour découvrir la cour royale de Tiebélé, à Tiebélé précisément. Il faut rappeler que c'est un site désormais classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était d'ailleurs en 2024. Pour la suite de l'aventure, nous allons nous informer et on s'informe à travers la revue de presse. Nous sommes avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadji Ismaïla Arabou. Bonjour. Bonjour Zeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. On découvre les titres d'abord. En commençant par le journal Le Pays, audit du cadre juridique et institutionnel dans le secteur minier, des insuffisances relevées par la Cour des comptes. Loterie nationale burkinabé, Néré gagnant remporte la somme de 78 532 000 francs CFA. Mystère psychique et spirituel, des clés pour devenir le plus grand de tous les temps selon Roch Bakiono. Semaine de Poko, cet aliment à privilégier pour avoir de beaux cheveux. Thèse de doctorat, Salma Tabari obtient la mention très honorable. Concours de la magistrature, désormais 10% de places réservées aux agents publics. Conseil des ministres vers un contrôle plus rigoureux des opérations d'importation ou d'exportation de matières dangereuses. Actu Sport, CAN U17, le Burkina Faso premier
qualifiés. On retient aussi toujours à la une du journal Le Pays, 23e édition des Koundé. Flobi, Kayaoto et Mistania en liste pour l'or. Lutte contre la fraude, 880 sacs de cyanure et 18 tonnes de tourteaux saisis. Popuri, CNDH, la présidente Alida Arieteda primée aux États-Unis. C'est ce qu'on peut lire à la une du journal Le Pays ce matin. L'Express du Faso qui vient de Bobo Dioulasso affiche à sa une cascade. La Carrefour installe sa nouvelle chef d'agence de Banfora. 4+1 du vendredi 21 mars 2025, Moumouni Tiendrebego a reçu son chèque de 78 532 000 francs CFA. Dans la rubrique Autant le dit, mon capitaine, maintenant, il faut nous expliquer votre révolution. Hydrocarbures dans les hauts bassins, la Sonavi veut en finir avec la fraude. Axe Bobo-Bama, il dissimule 880 sacs de cyanure sous du tourteau. Cannes U17, les étalons qualifiés au mondial. Citoyen, le quotidien d'État affiche à sa une ce matin lutte contre les flux financiers illicites. 7 dossiers de fraude jugés sur 192. Fonction publique, 10% des places au concours de la magistrature réservées aux agents publics. Lutte contre la défécation à l'air libre à Ouagadougou, des toilettes mobiles publiques en renfort. Éléonore Tuina, présidente du cercle nazi Boni, nous avons intérêt à taire nos divergences et à coopérer avec nos FDS pour venir à bout du terrorisme. Chronique, vive la révolution, c'est ce qu'affiche Sidouaya ce matin. Coordination nationale de lutte contre la fraude, un dealer de cyanure épinglé à Bobo Dioulasso. Sécurité S24-7 pour des villes plus sûres. C'est Ali dans Police et Secours. Nous passons au quotidien. Coordination nationale de lutte contre la fraude. 44 tonnes de cyanure et 18 tonnes de tourteaux saisis. Koundé d'or 2025. Flobi Kayaoto et Mistania nominés. Flux financiers illicites dans le secteur minier, le Burkina perd des milliards de francs CFA. D'indignes d'intérêt, Ouaga environ 1500 têtes d'animaux mises en fourrière. Ouaga toujours la vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans la ville. Coopération, le capitaine Ibrahim Traoré invité en Russie par Vladimir Poutine. Cannes U17, les étalons en quart de finale et en Coupe du Monde. Nous passons à l'Observateur Palga, le plus ancien des quotidiens, lutte contre la fraude du cyanure en mode aliment pour bétail. Cannes U17, Égypte contre Burkina Faso, 1-2. Une victoire, 2 qualifications. Ali dans une lettre pour l'ail à la page 6 de l'Obs ce matin, à Bon Démocrate, salut. Rétablir la peine de mort serait une régression. Travail d'intérêt forcé pour 75 jeunes. Pas de liberté d'office pour le magistrat Sidati Yoda. Audit dans le secteur minier, la Cour des comptes explore les filons 2017-2022. Et puis nous terminons avec aujourd'hui au Faso Conseil des ministres, près de 14 millions de volailles vaccinées, 10% des places au concours de la magistrature réservées aux agents publics. Koundé d'or 2025, les artistes en lice sont Flobi Kayaoto et Tania. Protection de la santé des populations, 1040 tonnes de riz avariés, remise au ministère en charge de l'agriculture. Bobo Dioulasso du cyanure d'une valeur de 154 millions de francs CFA saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Université Norbert Zongo, le professeur Wenkouni Awa Eugénie Maïga prend les rênes. On peut lire aussi à la une de aujourd'hui au Faso ce matin, 10 à 50% d'augmentation des taxes douanières aux États-Unis, Boulos en RD Congo, et pourtant le cuivre et le cobalt sont exempts de cette salve trompiste. Avec une mise de 300 francs CFA au 4+1 du 21 mars 2025, un agent de commerce en poche 78 532 000 francs CFA. C'est ce qu'on peut dire ce matin. Alors, on s'intéresse au Conseil des ministres, surtout avec ce décret portant quota de 10% d'agents publics à admettre lors des concours de la magistrature. Tout à fait. C'est une conséquence de la loi révisée sur le statut de la magistrature.
révisée en 2024. La loi datait de 2015 sous la transition de 2014-2015 et le ministre en charge de la justice, maître Edasso Rodrigue Bayara, d'expliquer qu'en fait avec la modification récemment opérée, il est prévu désormais qu'en plus bien souvent des étudiants qui sont admis au concours de la magistrature, il y a désormais des agents publics qui puissent compétir et qui puissent être retenus pour devenir magistrats. Ça veut dire des gens qui sont déjà fonctionnaires, mais à certaines conditions. Okay. Il ne faut pas qu'ils aient plus de 45 ans. Naturellement. Voilà. Travailler, il faut qu'ils aient eu par le passé ou une maîtrise ou un master en droit. Ok. Voilà, il faut qu'ils soient fonctionnaires titulaires. Il ne faut pas qu'ils soient stagiaires, il ne faut pas qu'ils soient en SND, des choses de ce genre. Voilà, il faut qu'ils aient été auparavant titularisés comme fonctionnaires dans l'administration publique. Maintenant, le quota retenu, c'est 10%. Ça veut dire que pour 100 magistrats, on va retenir 10 agents publics qui étaient anciennement dans d'autres secteurs de l'administration publique. Et le décret adopté hier la fixe justement les conditions et les modalités de définition de ces 10% et de participation au concours. Et peut-être que l'esprit, ça c'est le législateur qui sait, l'esprit c'est peut-être d'envoyer dans la magistrature des gens qui ont une autre lecture des choses. Parce que si vous avez déjà été fonctionnaire et que vous devenez magistrat, peut-être que vous voyez les choses d'une certaine façon. Et puis dans l'administration publique, quand vous étiez fonctionnaire non magistrat, vous avez travaillé dans un secteur donné ou dans un domaine économique ou social, ou dans l'enseignement ou dans la santé, avant de devenir magistrat, ça peut vous aider dans votre spécialisation et même dans la compréhension de certains dossiers qui vous seront affectés. Voilà, c'est la décision du Conseil des ministres d'hier qui est en fait une prolongation de la loi sur le statut de la magistrature. Deuxième sujet, on s'intéresse à ce procès d'un magistrat. Oui, on est toujours dans la justice. Sidati Yoda. Il était précédemment, il y a un peu plus de 2 mois, président du tribunal de grande instance de Banfora, dans les Cascades. Et puis, un citoyen a déposé plainte contre lui et d'autres personnes pour escroquerie. Et je crois que le citoyen en question leur reprochait d'autres choses encore. C'était Léonard, c'est-à-dire, vous savez qu'une parcelle est déjà vendue à un propriétaire et vous la revendez à quelqu'un d'autre, vous êtes justement coupable de cette infraction. C'est pour des faits comme ça que le citoyen en question a déposé plainte contre le magistrat Sidati Yoda et d'autres personnes à Banfora. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes et de personnalités qui jouissent du privilège de juridiction. Quand vous êtes autorité municipale, maire par exemple, et que vous êtes accusé d'infraction dans votre commune, vous ne pouvez pas être jugé là. On est obligé de vous déplacer dans une autre juridiction, dans une autre circonscription pour vous juger. C'est en cela que le magistrat Sidati Yoda, ayant été accusé à Banfora, a dû être déplacé à Ouagadougou pour la procédure. Et il est en détention préventive depuis un peu plus de 2 mois. Et c'est hier que le tribunal de grande instance Ouaga 1 a appelé le dossier en jugement, mais il se trouve que finalement, les conditions n'ayant pas été réunies, le dossier a été renvoyé au 17 avril prochain, dans à peu près 2 semaines, pour être jugé. Bon, les raisons, c'est que la défense du magistrat Sidati Yoda a dit que toutes les pièces ne sont pas contenues dans le dossier et qu'elle avait besoin d'un peu plus de temps pour les réunir, les éplucher et mieux comprendre pour se préparer à la défense du magistrat Sidati Yoda. Bien entendu, ce n'était pas l'avis de la partie civile et puis du parquet, mais le tribunal a finalement retenu qu'on va renvoyer à 2 semaines plus tard. Et puis, il y a eu une autre question qui a été évoquée. Là, c'est la défense du magistrat Sidati Yoda qui a demandé qu'il soit mis en liberté d'office
parce que le code de procédure pénale prévoit que quand vous êtes en détention préventive, bon, c'est au plus 2 semaines. Après, on doit vous libérer en attendant votre procès. Là, le magistrat Sidati Yoda est en détention préventive depuis 2 mois. Et donc, son avocat a jugé que c'était hors délai et que c'était contraire à la loi et à son esprit. Bon, mais là, on a l'habitude des gens qui restent 1 an, 2 ans en détention préventive avant leur procès, parfois même plus. Mais qui ne sont pas magistrats. Non, qui ne sont pas magistrats, bien souvent qui ne sont pas magistrats, voilà. Vous savez, quand vous avez la connaissance d'une certaine profession, vous êtes plus exigeant sur les textes de la profession, donc on comprend que son avocat demande cela. Mais le tribunal a refusé, a rejeté la demande de remise en liberté d'office. Là, ce n'était pas une liberté provisoire qu'il demandait, il demandait une liberté d'office parce que le parquet aurait violé la loi. Le tribunal n'a pas accepté. Donc, on attendra vendredi, jeudi, dans à peu près 2 semaines, dans 13 jours. Voilà, pour la suite de ce procès-là qui intéresse à plus d'un titre les Burkinabés. Bien sûr. Oui. La culture aussi est d'actualité et les nommés du Koundé d'or sont connus d'ailleurs. 23e édition des Koundé d'or. Le commissariat général des Koundé était face à la presse hier. Salfo Soré et son équipe pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette 23e édition. Je crois que c'est pas moins de 600 œuvres musicales qui ont été épluchées, regardées ou entendues avant d'être présélectionnées. Et finalement, ce sont des artistes bien connus, d'ailleurs comme d'habitude, Flobi, Kaya Oto et puis Mistania. Mistania pour cette année. Voilà. Bon, maintenant, il y a quand même un problème de gabarit, parce que Anne Flobi et puis les plus jeunes là, bon, il y a quand même quelques années de distance. Kaya Oto et Mistania, ce sont des révélations récentes de la musique burkinabé. Flobi a pas moins, pratiquement 20 ans maintenant de carrière. Il est multi Koundé, il a eu les Koundé d'or plus d'une fois et il est encore en compétition avec les plus jeunes. Ça fait penser à la décision que Des Altino a prise récemment de ne plus être candidat au concours de distinction ou aux compétitions de distinction des artistes. Ça veut dire que quand vous devenez ancien, après vous êtes obligé de même compétir avec ceux que vous avez formés, que vous avez fait monter, que vous avez aidé à monter et tout ça. Bon, mais là, c'est pas un reproche qu'on peut faire à Flobi parce que c'est libre. C'est pas lui qui présélectionne, c'est pas lui qui sélectionne, c'est pas lui qui décide. Voilà, lui il fait la musique, il veut partager ses talents, son inspiration artistique avec le public, et puis après c'est le public qui juge et ce sont les promoteurs des cérémonies de distinction qui jugent, mais on verra bien. Le 25 avril prochain, c'est déjà arrivé. C'est ça. C'est dans 3 semaines. C'est vite arrivé. Et habituellement, le commissariat général des Koundé ne s'arrête pas à présenter les artistes présélectionnés, les nominés. Il y a une autre conférence de presse qui arrive après pour présenter davantage le plateau artistique de l'événement, les contours qui devraient attirer le public vers la salle des banquets de Ouaga 2000. D'accord. On termine un sport avec les étalons cadets. Oui, qui ont l'habitude des exploits. Ils l'ont fait encore. Ils l'ont fait encore hier au Maroc. Ils sont en compétition à la cadre de leur catégorie au Maroc. Les cadets, c'est les moins de 17 ans. Il se trouve qu'il y a à peu près 3-4 jours, ils ont battu le Cameroun, les Lionceaux du Cameroun, 2-1. Et puis, on s'attendait à un match plus difficile hier face aux Pharaons d'Égypte de leur catégorie. Et puis, ils ont fait la même démonstration. Ils ont encore battu les Pharaons d'Égypte 2-1. Et ils filent tout droit en quart de finale de la CAN des cadets 2025 au Maroc. Mais ils sont d'office qualifiés pour le mondial de leur catégorie. Voilà, au Qatar. À la fin de cette année. Ça veut dire que c'est un double exploit que les jeunes, les poulains d'Oscar Barreau ont réalisé et il faut les pousser encore davantage. Quelqu'un a dit qu'on a dit de faire venir des joueurs au Maroc et le Burkina a envoyé des VDP. Donc c'est notre grande chance d'avoir des VDP au Maroc, c'est tant mieux. C'est ça, félicitations, tant mieux. Merci beaucoup El Hadj. On va maintenant découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui à travers la météo. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Souleymane Kabouré, vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya. Bonjour.
Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci à vous d'être là. Merci. Nous sommes également avec Madame Bapina Bari Oumou. Elle est la présidente des femmes musulmanes, ahmadistes, donc du Burkina. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Et ensemble, on va découvrir cette communauté, Monsieur Kaboré. Et donc, quand on parle de la communauté Ahmadiyya, présentez-nous cette communauté, justement. Ahmadiyya, vous voyez que ça vient de Ahmad. Ahmad, c'est ça. Vous appelez Ahmad. Ahmadiyya, la communauté de Ahmad. Ok. Et Ahmad, c'est le second nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un nom de gloire du saint prophète qu'on appelle Ahmad. Alors, Ahmadiyya est une communauté qui a été fondée en 1889 Par contre, on va vous demander de pousser un peu plus la voix pour qu'on vous entende mieux. Okay. D'accord. Donc, en 1889, okay. Ça fait un siècle et quelques. Ah, quand même. Eh oui, qui est parti de l'Inde, un village en Inde, qu'on appelle Kadian, où quelqu'un du nom de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad s'est revendiqué être le Mahdi et le Messie promis. Et c'est lui qui a fondé Ahmadiyya. En 1889, très exactement le 23 mars 1889, dans un petit village qu'on appelait Kadian. Et si ceux qui connaissent ou ceux qui pratiquent l'islam savent que Imam Mahdi fait partie des prophéties du saint prophète. Le Mahdi viendra vers la fin des temps pour la réforme de l'islam. Okay. Donc c'est en fait cette prophétie que Mirza Ghulam Ahmad revendique. Messie promis aussi parce qu'il s'adresse à toutes les autres religions pour dire, de la même manière que vous attendez Jésus, fils de Marie, pour sa seconde venue, je suis le Messie promis. Voici comment Ahmadiyya démarre avec Mirza Ghulam Ahmad de Kadian. D'accord. Et depuis, après son décès, les Koulafas sont arrivés. Et aujourd'hui, nous sommes dans près de 250 pays à travers le monde. Une communauté qui est bien établie et tout et tout. Après, comment cette communauté arrive au Burkina? Surtout que ça vient un peu de loin. La communauté arrive au Burkina. D'abord, il faut comprendre qu'en Afrique, on prend d'abord en Afrique. Ok. Puisqu'en fait, c'est par contagion que c'est arrivé au Burkina. C'est ça. Mais la communauté arrive au Burkina dès les années 1920. À travers le Ghana et à travers, chez les anglophones, à travers la Sierra Leone et tout, le Nigeria. C'est des vieilles communautés qui sont établies. Nous avons d'ailleurs fêté le centenaire de la communauté Ahmadiyya du Ghana, je pense, il y a 2 ans. Donc c'était une communauté qui est arrivée en Afrique depuis un siècle. Et au Burkina, on peut dire que la communauté est venue à travers les échanges avec les Ghanéens et les Ivoiriens qui sont établis avant nous. Okay. Et donc qui sont revenus à l'intérieur du Burkina avec... Autour de quelle année pratiquement? Les premiers Ahmadis sont signalés au Burkina à partir de 1944. 1944, nos doyens nous indiquent que dès 1944, dans la zone de Hérédougou et tout, il y avait déjà un courant d'Ahmadi. Mais le premier groupe réellement qui a propulsé et était le pionnier même de l'installation de la communauté, il faut le situer autour des années, je crois, 74. 74. Et où il y a déjà un groupe qui était allé au Ghana avec le vieux Mokhtar Sanfo de Saraptenga, qui commerçait avec le Ghana, qui a compris l'Ahmadiyya au Ghana, et de retour qui a envoyé ses fils pour comprendre davantage et étudier l'Ahmadiyya. Ils sont allés, ils ont étudié et ils sont revenus avec un autre groupe de Marapeti, de Kougny, qui est vers un pays Samoula, qui était déjà aussi des Ahmadis, parce qu'eux aussi, ils avaient compris l'Ahmadiyya à travers l'aventure qu'ils avaient faite et tout. Les deux groupes ont fait jonction,
Et ça a abouti à la constitution d'une petite communauté qui a évolué jusqu'à 1986, où nous avons eu notre récépissé officiel de la main des autorités. Et nous sommes donc officiellement installés et établis au Burkina Faso depuis 1986. Mais bien avant, il y avait des Ahmadis. Ainsi. Maintenant, ce que je me demande, dans la pratique de la religion musulmane, est-ce qu'il y a une différence pour la communauté Ahmadiyya? La pratique, non. Parce que quand on dit pratique, c'est quoi? Pratique, idéologie, donc... Oui, la pratique, c'est l'islam, c'est les 5 piliers de l'islam. Vous avez le kalimat shahada, vous avez la prière, vous avez le jeûne, la zakat, le paiement de la zakat, vous avez le jeûne, vous avez le hajj, si vous avez le pèlerinage. Donc, c'est les 5 piliers de l'islam, c'est le même Saint-Coran. Maintenant, où se trouve la différence? La différence se trouve dans la compréhension et l'interprétation du Saint-Coran lui-même, dans la compréhension et l'interprétation des hadiths et tout. Et surtout, la différence réelle aujourd'hui, c'est quoi? Tous les musulmans sont d'accord que l'imam Mahdi doit venir et qu'il a été prophétisé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde est d'accord. Là où on n'est pas d'accord avec nous, c'est parce que nous avons dit que nous croyons en Mirza Ghulam Ahmad de Qadian comme notre Mahdi, comme le Mahdi qui devait venir. Les autres disent non. Ils ne sont pas d'accord que lui, il soit le Mahdi. Voici où démarre la différence. Sinon, dans la pratique, c'est la même chose. Nous avons nos mosquées, nous prions de la même manière. Bien sûr, au début on a voulu faire croire à la population qu'on priait en chutant les pieds par derrière, mais bon, les gens ont fini par comprendre. C'est la même pratique, mais le problème se trouve au niveau de cette interprétation. Et je veux ajouter quelque chose de fondamental. Khatamam Nabiyyin, cette expression, vous allez toujours l'entendre. Où, dans le Saint-Coran, Allah dit que Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais il est le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes, Khatamam Nabiyyin. Cette compréhension, certains musulmans le prennent comme étant le dernier des prophètes, ou le dernier prophète. Nous disons, il n'est pas le dernier prophète, il est le sceau des prophètes. Pour dire quoi? Un sceau, c'est quelque chose qui authentifie. Donc, ce que nous comprenons de ça, c'est qu'après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucun prophète ne peut venir sans détenir le sceau de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne peut venir avec une autre charia, un autre livre, une autre religion après lui. Tout prophète qui se présentera devra porter le sceau de Muhammad. Ça veut dire donc tout prophète qui viendra après Muhammad ne peut être qu'un prophète de la cour de Muhammad, ne peut être qu'un prophète musulman. Il est d'abord musulman et il est prophète. Parce que prophète veut dire quelqu'un qui prédit, qui reçoit des secrets et qui en fait cas. C'est ça le prophète. Voilà. Et nous, on n'a pas fermé cette prophétie après Mohammed. Voilà. D'accord. Merci en tout cas pour ces nuances et puis de nous avoir éclairé sur voilà, votre communauté. Merci. Donc, mais se réunir aujourd'hui en association, parce qu'il y a justement donc, cette communauté qui existe, qui fait des activités. C'est quoi l'objectif que vous recherchez, M. Kabouri? Le but de la venue de l'imam Mahdi, tel qui avait été prophétisé par les saints prophètes, le prophète avait dit que, à la fin des temps, le paganisme va gagner l'islam. L'islam sera dénaturé, la spiritualité va s'en aller. Il a donné une série d'éléments qui seront observés vers la fin des temps. Mais il a rassuré les musulmans que apparaîtra l'imam Mahdi pour rétablir la foi. Alors, l'imam Mahdi arrive, il crée une communauté. Cette communauté donc doit se distinguer
par sa compréhension, par son attitude, par le comportement, de manière à pouvoir impacter le reste des musulmans. Okay. Cela sous-entend qu'elle doit s'organiser pour porter cette voie-là. Voilà pourquoi nous avons été regroupés en communautés religieuses avec le système du califat. Parce qu'après le décès du Mirza Ghulam Ahmad en 1908, immédiatement s'est installé le califat de l'Ahmadiyya. Donc, sous la direction des califes successifs, la communauté est organisée, la communauté est dirigée, de manière à pouvoir impacter, comme nous le souhaitons les autres musulmans. Il faut que nous veillions à la pratique, que nous veillions à la compréhension, telle que enseignée par Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Donc il faut se réunir en communauté. Oui. C'est bien quand je donne la parole à Madame Bapina Bari Oumou. Je rappelle que vous êtes la présidente des femmes musulmanes Ahmadis du Burkina. Alors cette section des femmes musulmanes Ahmadis du Burkina, est-ce que vous réunissez, vous avez des activités que vous organisez? Tout d'abord, permettez-moi de remercier les responsables de Savane TV. Merci. On va pousser encore la voix. D'accord, qui nous ont permis d'être ici pour venir parler de ce nouveau projet qui est la traduction du Saint-Coran en langue nationale Mori. Voilà. Alors, notre organisation féminine appelée Lagina Imaïla voilà, a été fondée en 1922 par le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Alors notre objectif principal, c'est de venir en soutien au programme des enseignements de l'islam qui a été mis en place par notre communauté. Et aussi promouvoir l'éducation et la formation spirituelle de nos enfants. Voilà. Et également, nous avons des principes fondamentaux qui est de se réunir et d'accroître nos connaissances pour les diffuser ensuite. D'accord. Voilà. Et aussi, nous travaillons également à maintenir l'esprit d'unité, voilà, sous la direction de notre bien-aimé calife. Et aussi, nous jouons un rôle également actif dans les activités religieuses et humanitaires également. Voilà. Donc, également, nous considérons en tout cas toutes les femmes comme nos sœurs. Voilà. Et nous enseignons à nos enfants l'amour du prochain, d'où notre slogan amour pour tous et haine pour personne. Voilà. Donc nous menons beaucoup de projets. Nous intervenons, nous apportons nos aides aux personnes dominées et aux déplacés. Voilà. Nous faisons beaucoup d'activités. D'accord, merci bien. Parlons maintenant de ce pourquoi on est là. Maintenant qu'on a découvert un peu plus la communauté, vous avez pris l'initiative de traduire le livre saint musulman, donc le Coran, en Moré, en langue nationale Moré. Alors, monsieur Kabouré pour commencer, après madame ajoutera, la décision de traduire le Coran en Moré est venue comment? La décision est venue d'un souci. Et nous prêchons une population qui est majoritairement non alphabétisée en français. Et pourtant, nous avons jusqu'à présent, les supports que nous avons, c'est l'arabe et le français. Parce que le Coran est déjà disponible en arabe et en français largement. Nous avons affaire à une population qui n'est ni arabophone et qui est faiblement alphabétisée en français. Et nous, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à envoyer un message, à faire comprendre notre message. La première chose, c'est que nous devons parler la même langue, le même langage. Et voici comment la décision est venue de faire une traduction en langue nationale du Saint-Coran. Alors, il faut dire une chose.
peut-être. Le Coran est déjà traduit dans plusieurs langues à travers le monde. Ok, même des langues maternelles ailleurs. Oui, ailleurs. Le Coran est disponible. Bon, pour l'Ahmadiyya, on peut déjà parler de 96 langues dans lesquelles nous les avons traduits, russe, ouzbek, à travers le monde. Ok. C'est pas nouveau. Je dirais même qu'avant Ahmadiyya, d'autres communautés ont fait ce travail dans d'autres langues. Donc, traduire le Coran dans une autre langue, c'est pas nouveau en fait. Non, c'est pas nouveau. Mais aussi dire, traduire le sens du Coran. Parce que c'est ce qu'il faut dire. C'est pas traduire le Coran. Est-ce que réellement c'est traduire le sens du Coran? Voilà. Moi, je me demande comment le travail va se faire. Est-ce que justement, pour cette traduction, on fait ligne par ligne ou c'est l'idée et le sens comme vous l'avez dit? Voilà, justement. C'est une très belle question, madame. Parce que remarquez que si nous devons faire une traduction ligne par ligne, il sera complètement incompréhensible. Voilà pourquoi je parle de traduire le sens du Coran. Et toutes les traductions du monde, c'est comme ça se passe. Ça ne se fait pas comme traduction Google. Même traduction Google, vous allez voir qu'on essaie de voir l'esprit de la lettre. C'est ça. La décision est venue de mettre le Coran à la disposition de ces populations qui ne sont ni arabophones ni francophones. Les faire comprendre ce qui est dans le Coran. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Et donc, nous avons essayé à nous organiser pour ce travail-là. Et puis, ça n'a pas été simple, mais nous sommes arrivés aujourd'hui de mettre sur... C'est déjà ok là, c'est disponible. Le Coran est disponible. Le Coran est disponible. C'est à Morée. Nous avons mis les premiers comités autour des années 90 qui ont essayé de travailler parce qu'à chaque fois il faut harmoniser notre compréhension du Coran, ensuite le faire transcrire par les spécialistes du Morée. Et là, souvent, vous allez voir que c'est un travail de fourmi. Voilà pourquoi ça a pris autant de temps. Le comité est composé de qui, en fait, de quel profil, je veux dire? Le comité est composé d'arabophones, de francophones. Oui, parce que je vous disais traduction du sens du Coran. C'est vrai qu'il faut être arabophone, mais aussi il faut des francophones, bien assumés, qui comprennent déjà la traduction qui est déjà faite en français, le comprennent déjà. Confrontés avec les arabophones, quel est leur point de vue. Et en plus de ça, il y a ceux qui sont les spécialistes de la langue morée pour la transcription avec un logiciel qu'ils avaient, qui ne sont pas forcément de notre communauté, n'étaient pas forcément de notre communauté, mais ce que nous voulons que ça soit transcrit. Après la transcription, c'est relu. Oui, parce qu'il faut relire avec un comité. Waouh! Oui, il faut relire, on les relit en morée et nous amendons jusqu'à ce que nous ayons une maquette finale et tout. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Donc vous avez dit depuis 1900 combien que vous avez commencé à autour des années 2000, 1998-99, déjà nous on était déjà dans cette logique. D'accord. C'est carrément combien d'années là après 30 ans, près de 30 ans. Waouh! C'est un travail de fourmi vraiment comme... Je voudrais ajouter que nous avions dans notre équipe M. Bonkungu Raphaël. Je disais qu'il y en avait qui n'étaient pas de notre communauté. Parce que nous cherchions des spécialistes qui savent transcrire en morée. Ça doit s'adresser à des personnes alphabétisées en morée. Il ne s'agit pas de mettre le morée phonétique, il faut mettre le morée avec l'alphabet du morée pour que ceux qui sont alphabétisés en morée puissent le lire. Normalement. D'accord. Alors, Madame Bapina, est-ce que souvent on entend dire que traduire, c'est trahir? C'est vrai que M. Kaboulou nous a dit, on n'a pas traduit littéralement, on a traduit le sens du Coran. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi qu'il y ait des écorchés ou une trahison un peu du Coran? D'accord, merci pour la question. Ce que vous dites est vrai, mais il faut noter que la traduction du Saint-Coran ne se fait pas comme les autres livres. Voilà.
Et quand vous prenez le Saint-Coran, elle est traduite et vous allez voir juste à côté la version arabe qu'elle a, l'original qu'elle a. Okay. Donc c'est pour garder l'authenticité du Saint-Coran. Voilà, donc le lecteur, quand il lit la traduction, déjà il peut se référer à la version arabe. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et surtout nous, dans notre communauté, la traduction des livres se fait de façon vraiment minutieuse. Voilà, et vous allez voir que la traduction de Saint-Coran en langue nationale Moré a pris du temps, près de 30 ans. Donc ça veut dire que c'est un travail vraiment rigoureux et qui a été fait et pour pouvoir faire sortir ce joyau-là. Alors oui, on est en train de me signaler que notre temps est terminé. Ah bon? Maintenant, il faut quand même que je souligne qu'en perspective, pour le Moré, c'est disponible, mais en perspective, vous souhaitez traduire aussi dans d'autres langues. Quelles sont les langues que vous avez retenues déjà en projet? Il faut dire une chose, notre communauté en Côte d'Ivoire a déjà traduit le Coran en Djoula, qui est disponible dans notre truc. D'accord. Ok, Baoulé et BD aussi. Voilà. D'accord. Et nous comptons poursuivre sur toutes les langues. On n'a pas encore choisi la prochaine langue. D'accord. Parce qu'il faut déjà faire une promotion de distribution du Coran qui a été traduit en Moré. Il faut le faire comprendre, il faut le faire comment on peut dire, disponible. Nous sommes dans ce travail. La prochaine langue, c'est dans notre bac. D'accord. Je comprends, M. Kaboré. Merci bien. Est-ce que dorénavant, pour des prêches, vous allez utiliser le livre, enfin le Saint-Coran traduit? Oui. Ok. Vous savez, ce qui se passe déjà, c'est quoi? Il se passe que la prêche qui se fait sur le terrain se fait à Moré. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons fait que matérialiser cette oralité-là. Parce que ce qui est, les prêcheurs, les imams, ils utilisent le Moré, le Djoula pour transmettre ce qu'ils ont compris de l'arabe. Nous avons simplement mis sur papier cette traduction. Maintenant, le tafsir, ça c'est autre chose. D'accord. Merci beaucoup. J'ai oublié de mentionner le nom de notre organisation féminine, qui est la Lajina Imaïla, qui veut dire les servantes d'Allah. Les servantes d'Allah. Merci beaucoup. Merci. Et puis on vous souhaite Juma Moubarak. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alors on va donc marquer la petite pause puisque l'entretien est terminé. On s'arrête ici pour l'entretien du jour. On marque la petite pause, le temps de le trouver moniteur pour la suite. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la chronique sécurité routière. Nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Bonjour M. Tapsoba. Bonjour Mme Nkioma. Bienvenue. Merci. Alors M. Tapsoba, on parle aujourd'hui des manœuvres des rétroviseurs et des clignotants. Oui, c'est exact. Alors, déjà, pour commencer, à quoi servent les clignotants et les rétroviseurs? Ok. Alors, vous savez que tout véhicule doit être obligatoirement équipé, non seulement de rétroviseurs, mais aussi les clignotants. Alors, tout le monde doit savoir que en marche avant comme en marche arrière, on doit être capable de voir ceux qui nous suivent, c'est-à-dire ceux qui sont derrière nous. Donc, en jetant un coup d'œil, on doit pouvoir voir. Bon, on ne peut pas tout voir, parce que, puisqu'on parle d'angle mort des rétroviseurs, c'est pour dire que la vue des rétroviseurs est limitée, mais néanmoins, on peut voir une grande partie de ceux qui sont derrière nous avant de faire un écart ou bien avant de tourner. Alors, le clignotant également, et si on voit qu'il n'y a personne, c'est là maintenant qu'on va faire appel au clignotant pour indiquer là où l'on veut aller. Donc c'est pour dire que même s'il y a un tas d'ordures à droite et que vous voulez faire un petit écart à gauche, le clignotant est obligatoire. Mais avant le clignotant, le rétroviseur d'abord. Et ensuite, pour voir si personne ne vient. Voilà, pour tourner également, il faut obligatoirement utiliser les deux. En passant toujours par le rétroviseur avant le clignotant. D'accord. Ouais. Et quels sont peut-être les éléments complémentaires que doivent avoir les véhicules avant tout déplacement? Oui, c'est pour dire que en plus de l'équipement obligatoire, c'est-à-dire, vous savez qu'un véhicule doit avoir un minimum avant qu'il ne puisse prendre la route. Alors, en plus de ce minimum-là, il y a donc les rétroviseurs et
les clignotants. Alors, donc, un véhicule doit avoir obligatoirement 2 rétroviseurs, un à gauche et un à droite. Mais si c'est une voiture, elle peut avoir un rétroviseur à l'intérieur. Seulement s'il y a du monde sur les sièges arrière, ce monde-là, ces passagers masquent la visibilité. Ce qui fait que même si vous regardez dans le rétroviseur intérieur, vous n'allez pas bien voir derrière. C'est ça qu'on appelle à l'antenne, hein, c'est ça qu'on appelle le rétroviseur intérieur. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce rétroviseur. Vous voyez, en bas de ce rétroviseur-là, il y a une languette. Il y a une languette, c'est pour dire que quand celui qui est derrière vous met la lumière et que ça vous gêne, il suffit de toucher là-bas et ça assombrit la lumière de celui qui est derrière. Donc, pour que ça ne vous éblouisse pas. Voilà. C'est important. Donc, c'est pas pour se mirer dans la voiture. Jamais. Ce rétroviseur n'est pas là pour se faire regarder voir. la coiffure. Voilà. C'est cela. Okay. Alors, je profite même de l'occasion pour dire que tous les rétroviseurs appartiennent au conducteur. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prend place, la première des choses même, c'est de régler, après avoir réglé le siège, ce qui suit, c'est le réglage des rétroviseurs. C'est ça. Voilà, merci. D'accord. Alors, donc, que doit-on procéder, enfin, procéder du moins, c'est pour effectuer notamment un écart de direction ou pour changer de direction. Oui, en effet. Alors, pour faire un petit écart à gauche ou à droite, ou même tourner, il faut toujours d'abord jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Vous regardez dans le rétroviseur, et si dans le rétroviseur, il n'y a personne qui est présente, alors c'est là qu'on peut allumer le clignotant. Mais s'il y a quelqu'un et que vous voyez que la personne est déjà engagée pour vous dépasser, par exemple, vous n'avez pas le droit, que ce soit par la droite ou par la gauche, il faut s'abstenir de mettre le clignotant. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est engagé, donc on ne doit pas mettre le clignotant. Donc c'est pour dire qu'on ne doit même pas faire un petit écart. Voilà, il faut rester dans votre ligne et voilà, pour permettre à la personne de passer. Voilà. Maintenant, l'inverse est interdit, c'est-à-dire que dans le cas où vous faites un écart sans regarder, c'est interdit. On ne doit pas faire un écart sans regarder dans le rétroviseur. On ne doit pas mettre le clignotant avant de regarder dans le rétroviseur non plus. Voilà, les deux éléments sont interdits. Voilà. D'accord. Donc on prend le soin de regarder dans le rétroviseur avant de mettre le clignotant. Exactement. Et il ne faut pas oublier une chose. Comme je l'ai dit, le rétroviseur ne peut pas tout voir. Souvent même, il faut tourner la tête pour mieux voir. Hein, sinon, vous risquez de faire un scandale. Voilà. Ok. Maintenant, quels sont les types de manœuvres aussi des rétroviseurs et clignotants? Voilà. C'est-à-dire, par exemple, pour s'insérer dans la circulation, nous avons des images d'insertion. Quand vous êtes dans une autre voie et que vous voulez aller sur une autre, alors d'abord le rétroviseur. Ensuite, vous mettez le clignotant et c'est là maintenant qu'on peut se déporter progressivement vers la gauche. Donc, avant le dépassement, pendant le dépassement, avant le dépassement, il faut s'assurer qu'il n'y a personne qui vient en face, il n'y a personne qui arrive de derrière. Pendant le dépassement, vous devez vous assurer que l'intervalle que vous avez laissé avec la personne que vous dépassez est suffisant. En ville, pour dépasser les piétons, c'est 1 mètre. En dehors de la ville, c'est 1,50 m. Et pour une voiture, il n'y a pas d'intervalle à respecter. Il suffit de le dépasser sans l'approcher. Après le dépassement, quand vous finissez de dépasser, il faut vous assurer que vous avez suffisamment dépassé la personne et que vous pouvez reprendre votre droite tranquillement sans danger. Alors, maintenant, pour tourner à droite ou à gauche également, rétroviseur d'abord, clignotant ensuite. Alors, pour s'arrêter, rétroviseur, parce qu'on s'arrête à droite. Bon, donc il faut mettre le clignotant. Il faut d'abord le rétroviseur. Si personne n'est là, on met le clignotant et on serre progressivement. Voilà, ici par exemple, c'est l'insertion. Hein? Vous voyez, le gars veut prendre la voie du milieu. Donc il faut regarder dans le rétroviseur si on n'est pas sur le point d'être dépassé avant de prendre la voie du milieu. Voilà. Ensuite, ça c'est le dépassement, hein, l'image qu'on a. Ça c'est le dépassement, oui, c'est ça. Toujours utiliser le clignotant également. Voilà, là aussi, vous voyez, il y a un piéton.
Donc, faut reporter le dépassement, attendre que le piéton passe. Parce qu'on doit toujours passer derrière le piéton et non jamais. Voilà. Jamais devant. Voilà, c'est ça. Voilà, ici encore, vous voyez, on a dit que le rétroviseur avant le dépassement, pendant le dépassement et après le dépassement. Les rétroviseurs sont obligatoires. Bon, pour les clignotants, on le met une fois pour de bon, pour effectuer le dépassement. Mais après le dépassement, avant de mettre les clignotants droits, il faut s'assurer dans le rétroviseur que le dépassement est correctement fait et que l'on peut reprendre tranquillement sa place à droite. Maintenant, il y a aussi le demi-tour. Si on veut faire demi-tour, voilà, quand bien même c'est une manœuvre qui est dangereuse, il ne faut pas faire demi-tour n'importe où ou n'importe comment. Voilà, il faut s'assurer réellement qu'on peut le faire sans danger avant de l'effectuer. Voilà. D'accord, donc il faut faire attention. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion? En conclusion, tout le monde doit savoir que sans rétroviseur ou clignotant, déjà quand vous allez pour la visite technique, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas du tout. Parce que ces deux éléments sont vraiment importants. Sont très importants, de sorte que s'ils ne sont pas là, pas de visite technique. Chaque matin, le conducteur doit s'assurer, dès que vous prenez place au volant, il faut s'assurer que le rétroviseur est bien réglé et que le clignotant marche. Parce que si quelqu'un avait déjà pris votre voiture, la personne a bougé la chaise, donc ça a faussé la vue des rétroviseurs. Donc dès que vous prenez votre place, alors vous devez regarder à votre tour dans le rétroviseur si ça va. Si ça ne va pas, il faut les régler. Ensuite, si votre clignotant signale rapidement, il arrive souvent que le clignotant, au lieu d'aller doucement, il clignote rapidement. Cela veut dire qu'il y a une ampoule qui est grillée et qu'il faut la remplacer. Alors, si vous êtes gêné par les feux de l'usager qui est derrière vous, alors c'est comme je l'ai dit, quand celui de derrière vous met la lumière forte, alors vous avez la possibilité d'assombrir cette lumière-là en jouant sur la languette du milieu du rétroviseur qui est à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, il faut savoir que tous les rétroviseurs appartiennent au conducteur. Ça veut dire que le passager n'a pas le droit de régler le rétroviseur pour voir derrière. Il n'a rien à voir. S'il veut, lui, il peut tourner la tête tranquillement pour regarder derrière, mais le conducteur ne peut pas regarder comme ça. C'est ça. Voilà, donc les rétroviseurs sont mis pour le conducteur. Voilà, il peut aider peut-être le conducteur à bien régler, mais en dehors de ça, non. D'accord. Merci en tout cas pour ces conseils concernant l'usage des rétroviseurs et puis bien sûr donc des clignotants. C'est vrai qu'on a présenté les images de véhicules, on a plus en fait de voitures parce que en sécurité routière on dit que tout véhicule là c'est tout moyen de déplacement. Oui, tout moyen, c'est ça. Donc les motos aussi sont concernées et des rétroviseurs. Et même les bicyclettes peuvent avoir des rétroviseurs. Ah voilà. Oui. Maintenant les clignotants, il faut que ça soit un véhicule motorisé pour avoir un clignotant. D'accord. Donc pour ceux qui ont des motos et qui ont enlevé les rétroviseurs, allez déposer à la maison comme s'il n'y en avait pas. Remettez les rétroviseurs parce que c'est important. Voilà, et allez-y réparer aussi vos clignotants si ça ne marche pas bien. Merci beaucoup M. Tapsoba. Merci d'être passé. On passe le bonjour également à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto École. C'est notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Merci et bon travail. Merci bien. Merci. On va marquer une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer Honoré Onadja qui sera là pour nous donner les rendez-vous du week-end. Notre honorable Honoré Onadja. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous souhaitons un bon Juma Moubarak. Et également, nous souhaitons un bon mois de carême, puisque nos frères chrétiens sont toujours dans ce mois de carême. Nous souhaitons que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux et nous permette tout un chacun de nous de partager cet amour autour de nous et surtout contribuer au retour de la paix ici au Faso. Merci beaucoup, Honoré. On débute les rendez-vous du week-end avec la 5e édition des quartiers Acadie. Les quartiers Acadie est un festival qui se veut rassembleur, un festival dans lequel nous prônons l'union, mais également un festival qui rassemble tous les fils et les filles de nos saints et surtout âme d'Allah autour d'un idéal, celui-là de la promotion, de vivre ensemble, mais également de la culture, de les rassembler tout en parlant
temps de paix. Alors, le thème qui a été retenu pour cette 5e édition est le suivant, soyons demain. Mais avant d'être demain, il faut que l'on soigne demain. Alors, à travers les différents conseils que nous allons partager, également ces prestations d'artistes, nous allons parler de la contribution que tout un chacun de nous peut apporter pour le retour de la paix. Ce faisant, pour cette 5e édition, des artistes pas des moindres ont décidé de nous accompagner pour cette 5e édition. Parmi ces artistes figurent l'artiste Talco Poulo, Iman Tao, Sami Avatar, Falco, Fal Choco seront de la partie. Nous aurons des artistes comme El Tak, comme Ahmed Delors. Le Big Wayside, lui, va venir apporter un message qui s'adresse à la population burkinabé, mais également aux membres de l'AIS. Bradar sera de la partie l'artiste Draco. Et nous allons vous demander de vous déplacer au site chaque soir pour vivre pleinement cette 5e édition. Et le site est situé tout simplement à Amdalaï, à 200 mètres côté sud-est de la grande mosquée, pour vivre pleinement la 5e édition des quartiers à Kadi. Car comme on le dit, na Kadi, voilà, anga foli lasi mourambembala et kanga korota Kata Festival. Donc on vous invite voilà, de vous déplacer pour vivre pleinement la 5e édition de ces quartiers à Kadi. Et deuxième rendez-vous, c'est rendez-vous cinéma. Tout à fait, le rendez-vous cinéma avec déjà le programme du ciné Nerwaya, qui à la demande des cinéphiles, le film qui n'est autre que le film qui a remporté l'étalon de Yenenga, cette édition bien sûr du FESPACO, qui est le film Katanga ou la danse des scorpions de Dani Kouyaté. C'est ce film-là qui vous est projeté du côté du ciné Nerwaya depuis le 14 mars et ce jusqu'au 6 avril. Donc c'est l'occasion pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi de le découvrir aux séances de 18h30, 20h30, 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500. C'est ce même film qui est révéloté du côté bien sûr du ciné Burkina. Alors retrouvez le même film Katanga aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Et comme on le dit, voilà, débourser la somme de 2000 et 2500 francs. Parce que quand on aime la vie, tout simplement, on va au cinéma. C'est ça. Et on va clore avec les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, c'est déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour. Un cadeau à gagner. Il suffirait tout simplement de composer. Voilà, le numéro suivant, c'est le 02 21 02 02 pour répondre à vos questions qui vous sera posée. Si toutefois nous avons une bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau que nous offre notre partenaire. Le rendez-vous avec l'information, c'est demain sur l'ensemble du midi à partir de 8h avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir un invité avec qui il sera question de débattre sur un sujet donné avec le directeur de l'information. Donc nous vous proposons cette émission et à la radio mais également à la télé. Donc nous vous donnons rendez-vous à demain à partir de 8h sur l'ensemble du média. La rétrospective du soirée à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Pour la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et quant au programme pour la radio, la rétrospective du soirée vous sera proposée le dimanche à partir de 6h et toutes ces rubriques vous seront proposées par le capitaine, le maestro Rasmane Nikema, accompagné bien sûr de Barto, voilà, qui d'ailleurs nous souhaitons un prompt rétablissement, voilà, puisqu'il a été victime d'accident de la circulation. Nous souhaitons un prompt rétablissement et quant à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous souhaitons que le bon Dieu continue de vous bénir en abondance, mais également que le bon Dieu soit notre guide et notre protecteur. Amen. Ravi. Merci bien. Merci beaucoup, Honoré, à vendredi prochain. Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Merci. Quant à nous, on se dit au revoir ici. On ne se retrouvera pas vendredi, mais lundi, quand il va sonner 7h30 sur Savane TV, c'est l'heure pour moi de dire merci comme en fin de semaine à toute l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de la semaine. On dit merci à Mariette Kokwaka qui a assuré la réalisation toute la semaine. Merci à Joseph Kaboré au son. Merci à Laura Bama au niveau de la production. Nathalie Kwalga a assuré notamment le maquillage. On dit merci à toutes les équipes en salle de diffusion, en salle de montage, en rédaction également, ainsi qu'à tous les techniciens du moins pour la bonne marche de cette émission. Inch'Allah, 7h30 lundi, on se retrouvera. En attendant, portez-vous bien et on se dit bon week-end. Allez.